Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec mon premier invité, on va parler d'Emballage Saint-Jean qui a fait une nouvelle acquisition, une 6e, c'est en Australie, donc on élargit le marché de l'entreprise. Mais avant de parler de ça, on va parler de la main-d'œuvre étrangère. C'est un dossier qui l'intéresse beaucoup. C'est le vice-président et directeur des opérations d'Emballage Saint-Jean, M. Mathieu Jeannot. Monsieur Jeannot, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Oui, vous avez été à Ottawa la semaine dernière pour ce dossier-là. Là, c'est l'Alliance de la main-d'œuvre étrangère, je pense, qui s'est déplacée à Ottawa pour reconnaître un peu les droits de ces travailleurs-là. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'Ottawa fasse dans ce dossier-là là, qui touche plusieurs entreprises de la région? Bien, en fait, on s'est déplacé de concert avec une autre entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu, Transport Bourassa, puis d'autres entreprises d'un peu partout au Québec pour demander au gouvernement fédéral une clause grand-père dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires. C'est un dossier qui touche beaucoup d'entreprises, mais qui touche aussi, des travailleurs qui œuvrent dans le secteur public. On a parlé dans les dernières semaines du secteur de la santé, le secteur aussi de la petite enfance. Donc, pour nous, la situation actuelle est juste intenable. On se retrouve dans un contexte où le gouvernement du Québec, de son côté, est en train de déployer un nouveau programme qui s'appelle le PSTQ, qui va mener, on l'espère, à la résidence permanente de plusieurs de ces travailleurs-là. Mais pendant le déploiement de ce programme-là, on a des travailleurs qui ne savent pas s'ils vont être acceptés par le programme québécois, donc qui veulent être en mesure de rester au Québec, dans nos entreprises pour cette période-là de transition. Fait que c'est pour ça qu'on s'est déplacé à Ottawa, qu'on a fait une demande au gouvernement Carney de permettre à ces travailleurs-là de rester parmi nous, d'avoir des permis de travail temporaires qui puissent être renouvelés le temps que le PSTQ du côté du gouvernement du Québec puisse être complètement déployé. En fait, les deux programmes ne sont pas arrimés actuellement, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un des défis là, dans ce dossier-là, qui est le défi de l'immigration. C'est un dossier, vous le mentionnez tout à l'heure, moi, c'est un dossier qui m'interpelle depuis à peu près 1 an et demi. On est souvent, on se sent souvent dans une espèce de match de ping-pong entre le fédéral puis le provincial. Puis dans ce dossier-là, actuellement, là, on est vraiment rendu à minuit moins quart. Si je prends, mettons, notre exemple, du côté d'Emballage Saint-Jean, on a un premier travailleur qui doit quitter le 6 mars. Après ça, on a un deuxième travailleur qui doit quitter au début avril. Puis ces travailleurs-là, en fait, sont en attente d'avoir une invitation au PSTQ, mais ils n'ont toujours pas reçu cette invitation-là. Donc, imaginez-vous à quel point c'est inhumain pour ces travailleurs-là qui se disent, bien là, qu'est-ce qui se passe dans 4 semaines? Faut-il que je retourne dans mon pays? Ces travailleurs qui ont été formés, qui ont été intégrés, qui ont appris le français, qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Puis c'est un enjeu vraiment qui fait consensus, tant d'un point de vue Chambre de commerce, Conseil du patronat que les syndicats qui appuient aussi cette demande-là de clause grand-père. Donc, on ne comprend vraiment pas pourquoi, encore aujourd'hui, on doit faire ces efforts-là pour tenter de convaincre le gouvernement fédéral de pouvoir accorder cette clause grand-père-là. Oui, c'est ça. Il y a eu une manifestation, d'ailleurs, en fin de semaine, dans 8 grandes villes du Québec pour justement dénoncer l'abolition du PEC qui était instauré qui a été retiré, en fait, par le gouvernement du Québec. Peut-être pour revenir aux travailleurs que vous parliez, là, les deux il y en aura sûrement d'autres plus tard si jamais les règles ne sont pas assouplies. C'est des travailleurs qui sont difficiles à remplacer pour une entreprise comme la vôtre et d'autres entreprises touchées par ce dossier-là. Tout à fait, parce qu'il y a une réalité, en fait, aujourd'hui où les données, par exemple, sur le chômage sont sorties vendredi dernier. En Montérégie, c'est 4,4 le taux de chômage. On a un contexte démographique. Il y a quelques semaines, on voyait que l'évolution démographique du Québec dans les 25 prochaines années, essentiellement, on est 9 millions actuellement, on va être 9 millions dans 25 ans. Il y a un vieillissement de la population. Donc, pour des entreprises dans des secteurs comme le nôtre, ça devient extrêmement difficile de trouver des travailleurs sur des quarts de nuit, par exemple, des quarts de fin de semaine. C'est dans des postes d'opérateurs, des postes d'électromécaniciens. Donc, c'est extrêmement difficile donc, de pouvoir avoir accès à ces travailleurs-là. C'est fondamental pour être en mesure de pouvoir continuer des opérations manufacturières au Québec. Puis, dans le cas qui nous concerne, ce qu'on demande, c'est essentiellement de permettre aux travailleurs qui sont déjà là,
qui ont déjà été formés, ont été francisés, de rester parmi nous, puis d'éviter de placer des entreprises comme la nôtre dans une situation qui va être extrêmement difficile. On n'est pas capable de savoir dans 6 mois, dans 12 mois d'ici, est-ce qu'on sera capable de produire autant qu'on voudrait le faire au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Donc, ça amène vraiment l'incapacité à pouvoir planifier finalement les prochains mois et les prochaines années. Donc, c'est urgent parce qu'il y a des travailleurs, puis il y a d'autres entreprises, les travailleurs ont déjà commencé à quitter. Puis en fait, c'est ce qui fait que c'est urgent pour nous de faire en sorte qu'il puisse y avoir une pause, une clause grand-père qui soit accordée pour permettre une transition organisée vers une résidence permanente à travers le nouveau programme du gouvernement du Québec. C'est ça. Mais dernière question dans ce dossier-là. Donc, là, vous parlez du gouvernement du Québec. Là, vos revendications de la semaine dernière étaient envers le gouvernement fédéral, mais vous avez sans doute rencontré à plusieurs reprises le ministre Roberge ou le gouvernement là-dessus pour que le Québec puisse également assouplir ses règles. En fait, du côté du gouvernement du Québec, bon, il y a le PEC là, que vous avez parlé tout à l'heure, donc il y a un certain nombre de travailleurs qui étaient en processus avec le PEC. Et là, il y a une transition vers le PSTQ. Définitivement, du côté du PSTQ, je pense qu'il faut qu'il y ait une accélération importante par rapport aux invitations qui sont envoyées au PSTQ, par le PSTQ. Donc, actuellement, il y a un plan là, du côté de Québec d'envoyer un certain nombre d'invitations par mois. Je pense que je pense que c'est à peu près 2 000 ou 2 500 par mois là, pour atteindre un 25 000 à la fin de l'année. Exactement. Puis tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces travailleurs-là sont tous déjà au Québec. C'est pas comme si on fait venir des gens de l'extérieur. C'est pas comme si c'était 25 000 nouveaux travailleurs qu'on veut faire rentrer ici. Là. Exactement. Fait que pourquoi pas accélérer de façon importante l'envoi de ces invitations-là pour rendre les choses plus prévisibles pour les entreprises et que pour ces travailleurs-là, on puisse les sécuriser sur leur capacité à pouvoir devenir résidents permanents, ce qu'ils souhaitent, là, étant donné leur engagement envers nos entreprises, envers le Québec, mais envers leur intégration. Je vous promets d'en parler avec M. Roberge la semaine prochaine que je reçois à mon émission pour en parler. On va parler maintenant d'un autre dossier. Il est important. C'est une autre acquisition pour Emballage Saint-Jean, une 6e. Cette fois, c'est une usine à Brisbane, en Australie. Peut-être nous parler un peu là, de ce qui découle de cette acquisition-là et du pourquoi, en fait, d'acquérir cette usine. En fait, pour nous, le marché de l'Australie puis de la Nouvelle-Zélande, c'est un marché, en fait, dans lequel on est présent depuis presque une dizaine d'années. Donc, c'est un marché qui est similaire à celui du Canada au niveau du type de produit, au niveau de la taille du marché, qui en a un peu plus grand que Australie et Nouvelle-Zélande. On a passé proche de faire une acquisition en 2018, mais on a poursuivi nos efforts. Donc, on a des clients qui sont présents là-bas. Et pour nous, on a toujours voulu avoir une usine locale. On a un modèle avec nos clients où on fait une partie de notre production en juste à temps, puis on fait une partie de notre production aussi dans certaines de nos usines, soit en Asie ou ailleurs. Donc, pour nous, pour être en mesure de vraiment être capable de bien servir les clients locaux, c'était important d'avoir cette usine-là. Donc, on a été en démarche l'année dernière avec cette entreprise-là qui cherchait un nouvel acquéreur. Puis, l'acquisition a été complétée à la toute fin de l'année 2025. Donc, c'est une usine, à peu près une 50aine d'employés qui se joignent à nous, qui vont nous permettre de pouvoir mieux développer notre marché principal, qui est celui de la boulangerie dans la région, mais aussi, tant d'un point de vue produit que d'un point de vue marché, si on regarde au niveau des fruits et légumes, dans cette région-là du monde. C'est un marché pour nous qu'on regarde aussi depuis un certain temps, qu'on va être capable de pouvoir développer avec cette nouvelle usine-là, qui est la 11e de l'entreprise. Donc, on est très fiers de cette acquisition-là. Donc, ça va vous permettre d'élargir vraiment là, ce que vous offrez, ce que vous fabriquez là, dans le secteur que vous travaillez. Tout à fait. Fait que vraiment, pour nous, en fait, l'Amérique du Nord, c'est une région importante, mais aussi l'Asie-Pacifique, c'est une région importante dans nos activités. Puis, tant au niveau des tendances, au niveau recherche, développement, marché, on se rend souvent compte qu'il y a des tendances qui sont un peu les mêmes, qui viennent évoluer dans ces deux, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ici le Québec et le Canada. Fait qu'aussi au niveau de l'expertise, on va être en mesure de pouvoir aller chercher une certaine expertise là-bas. Puis, de notre côté aussi, il y a certains produits que l'entreprise là-bas ne fait pas, qu'on va faire en sorte
de les amener à pouvoir le faire dans le futur. Donc vraiment, on est très heureux, encore une fois, de cette acquisition-là. Donc, c'est une 6e acquisition. Vous avez parlé aussi de 5 constructions. Donc, vous avez donc maintenant 11 usines d'emballage Saint-Jean. Peut-être pour parler, dire un peu aux gens là, où vous êtes situés exactement, là, où sont situées vos usines? Fait qu'en fait, le siège social est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc sur la rue Moreau avec une usine. On a une deuxième usine aussi sur la rue Saint-Michel. On a une usine à Montréal. On a aussi aux États-Unis, on a une usine en Caroline du Nord. On a 2 usines du côté du Mexique, une au Royaume-Uni. On en a une en Chine, 2 au Vietnam et cette 11e-là du côté de Brisbane en Australie. Donc, vraiment une répartition dans les principales régions du monde. Puis vraiment, le centre décisionnel, le siège social, l'équipe de direction demeure ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais que c'est tout récent, cette acquisition-là, mais est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que vous avez d'autres usines en vue dans vos plans de futur? De croissance, oui. De croissance, oui, c'est ça. Merci. Oui, tout à fait. Quand on regarde, là, finalement, nos priorités stratégiques des prochaines années, on va continuer, poursuivre à faire certaines acquisitions. Maintenant, on regarde aussi, bien entendu, pour de la croissance organique dans certains marchés. Puis normal, un peu étonnant, là, mais on a en réalité pas vraiment de clients au Québec, malgré qu'on a notre siège social ici. Donc, d'un point de vue croissance organique, on va, entre autres, se concentrer sur le Québec dans les prochains mois, prochaines années. Mais au niveau acquisition future, ça risque d'être finalement à l'extérieur. Bon, vous avez des usines donc aux États-Unis, au Mexique. Est-ce que vous allez suivre de près les négociations de la CEOM bientôt? Tout à fait. Vraiment, ce qui risque ou pas de se passer au milieu de l'année 2026 avec les renégociations sur la CEOM, c'est un dossier qu'on suit, bien entendu, de près. Tant du côté du Québec que du côté du Mexique, nos usines fabriquent pour les États-Unis. Donc, c'est sûr et certain que c'est un dossier qu'on suit. On espère qu'il puisse y avoir une forme d'entente pour un renouvellement qui puisse permettre à des entreprises comme la nôtre de pouvoir continuer, de pouvoir exporter vers les États-Unis. Ouais. Vous me permettrez de prendre une minute pour parler de ce qui s'en vient avec NextDev, le départ de Mme Cardinal. Je l'ai reçu la semaine dernière. Je pense qu'on doit rendre hommage au travail qu'elle a fait pour le plan 2022-2026 qui a été presque finalisé en entier. Là. Tout à fait. Je pense que vraiment la contribution de Mme Cardinal à NextDev est sans équivoque. En fait, des très belles réalisations. Puis il y a certaines de ces réalisations-là, si on pense à la Maison de l'économie, là, qui dans les prochaines semaines vont être encore plus concrètes. Donc, du côté de NextDev, il y a un contexte qui a fait en sorte qu'on a voulu avoir une réflexion pour notre futur plan stratégique, puis aussi dans le contexte des récents changements politiques du côté de la Ville, du côté de la préfecture aussi. Mais je suis convaincu qu'à travers cette réflexion-là, on va être en mesure de rendre NextDev encore plus pertinent pour le développement économique. Puis surtout dans un contexte comme celui dans lequel on est, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, il y a de nombreux défis. Oui. Il y a des nombreux défis pour beaucoup d'entreprises. Donc, je pense que d'avoir un acteur qui vient rassembler les forces à la fois politiques, mais aussi du secteur privé pour relever ces défis-là, c'est essentiel dans le contexte dans lequel on est actuellement. Puis oui, au niveau du conseil d'administration, là, vraiment, il y a vraiment une satisfaction par rapport à la contribution de Mme Cardinal au cours des 4 dernières années. M. Génaud, merci beaucoup. On va suivre en tout cas le dossier des travailleurs étrangers de très près parce que ça touche vraiment... Vous avez parlé qu'il y a 2 entreprises qui ont participé la semaine dernière à la rencontre à Ottawa, mais il y en a plusieurs autres dans la région qui sont touchés par ce dossier-là. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Génaud. Merci, bonne journée. On fait une pause et on vient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Un nouveau service de dépistage gratuit est offert actuellement pour les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu et la région. Donc, c'est un dépistage gratuit donc pour les maladies chroniques au point de service de Saint-Jean. Et pour nous en parler, on a Mme Geneviève Daou, qui est directrice adjointe des soins primaires intégrés de proximité au CIS Montérégie-Centre. Mme Daou, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien, ça me fait plaisir. D'abord, parlez-nous de ce programme-là, là, très intéressant et très important surtout pour les gens de la région. Oui, donc dans le fond, c'est un dépistage gratuit pour les personnes âgées entre 18 et 75 ans. Puis le but, c'est de faire le dépistage précoce du diabète puis des maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension. Donc, les gens prennent rendez-vous de façon très simple sur Clic Santé, puis ils se présentent à notre endroit. Bon, comment on va procéder? Donc, les gens qui prennent rendez-vous, comment on va procéder pour ce dépistage? Oui, dans le fond, ils se présentent. C'est un rendez-vous, dans le fond, c'est une plage qui est dédiée pour eux. Donc, ils choisissent sur Clic Santé une heure de rendez-vous, une date qui leur convienne. Quand ils arrivent au point de service local de Saint-Jean, qui est situé sur la rue Normand, une infirmière les accueille, leur pose des questions sur leurs antécédents médicaux, familiaux, font une évaluation de leur état de santé. Puis par la suite, avec une échelle, l'infirmière cible, dans le fond, le risque de gravité de l'usager, puis détermine avec l'aide d'une ordonnance collective si l'usager doit avoir un bilan sanguin. Puis par la suite, elle fait le résultat. Si l'usager ne score pas pour le bilan sanguin, mais qu'il y a certains facteurs de risque, elle fait l'enseignement nécessaire pour que l'usager prenne en main sa santé, ou elle peut aussi le référer à d'autres professionnels au sein de notre organisation pour une prise en charge. Bon. Je pense que c'est un des seuls au Québec, là, ce genre de dépistage-là offert à la population. On est un des premiers à avoir instauré ce service-là au Québec. Là, on est depuis février 2025 qu'on l'a mis en place, autant au point de service local de Brossard que celui de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Mais de plus en plus, les autres points de service locaux vont le déployer. Bon. Oui. Pourquoi, justement, on a voulu faire ça? On a ciblé le diabète, les maladies cardiaques. Pourquoi on a voulu vraiment là, offrir à la population ce genre de dépistage gratuit? Bien, dans notre région, en Montérégie, là, on a une personne sur 4 qui est âgée de plus de 65 ans. Puis de plus en plus, ces gens-là, en vieillissant, on développe des maladies chroniques. L'objectif de faire du dépistage précoce, c'est d'éviter des maladies qui sont évitables, dont le diabète puis les maladies cardiovasculaires. Donc, en agissant de façon précoce, en dépistant plus tôt, on a la possibilité vraiment de changer le cours d'une vie puis d'éviter des décès aussi ou des complications graves. Oui. Parce que ces maladies-là, ces maladies-là ont un impact sur la qualité de vie des gens. Alors, c'est doublement important de les diagnostiquer tôt. Là. Oui, absolument. Puis on peut éviter ces maladies-là. Donc, pourquoi? On peut agir sur la sédentarité, on peut agir sur le tabac, sur l'alimentation, des fois, qui est un petit peu déficiente ou qu'on ne s'alimente pas de façon adéquate, puis sur l'obésité aussi qui a un impact. Donc, si on est en mesure de dépister le diabète ou les maladies cardiovasculaires, bien, ça change vraiment la donne pour nos patients. Puis est-ce qu'on va encadrer les gens, justement, parce que là, vous parlez d'alimentation, de sédentarité, tout ça, là, donc, si une personne est diagnostiquée, par exemple, avec le diabète ou une maladie, est-ce qu'on va les encadrer, les aider justement à avoir une meilleure qualité de vie? Oui, absolument. Donc, si l'usager est diagnostiqué avec l'aide des bilans sanguins qu'on lui fait, si l'usager n'a pas de médecin de famille, à ce moment-là, on va le référer vers le GAP. On fait un lien avec le guichet d'accès à la première ligne pour qu'il y ait un premier rendez-vous avec un médecin. Puis par la suite aussi, on lui donne toutes les autres ressources nécessaires, puis on fait le pont avec le Centre d'enseignement pour les maladies chroniques. Si l'usager fume, le centre d'abandon du tabac. S'il y a une autre dépendance avec nos centres de dépendance. Donc, tous les corridors de services, les liens ont été déjà faits de notre côté avec tous nos partenaires du CIS de la Montérégie-Centre. Donc, c'est vraiment un service clé en main qu'on offre à notre population. Oui. Parce qu'évidemment, dans ce genre de maladie-là, plus on est âgé, plus les risques d'avoir ces maladies-là sont élevés.
Donc, c'est quand même, la clientèle, quand même, c'est assez large. Vous parlez de personnes de 18 à 65 ans. Oui, jusqu'à 75. Même jusqu'à 75. Oui. Mais j'imagine que ça doit être pas plus facile, mais on peut diagnostiquer plus rapidement les maladies lorsqu'on est pris plus jeune. On peut les guérir et les prévenir plus rapidement? Bien, pas nécessairement. Il faut changer nos habitudes de vie. Donc, c'est l'Institut national d'excellence en santé qui a déterminé que de 18 à 75 ans, ça avait un impact de se prendre en charge ou de changer certaines habitudes. Donc, le but de faire du dépistage précoce, donc c'est pour ça qu'on cible de 18 à 75 ans, mais plus vite on vient nous voir, puis qu'on est capable de changer certaines habitudes, bien, à ce moment-là, on évite d'autres maladies. Oui, exactement. Mais il n'est jamais trop tard pour se prendre en main. Non, il n'est jamais trop tard. Ouais. Je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'ai le diabète, j'ai été diagnostiqué quand même au début cinquantaine, donc quand même assez tard. Ce genre de service-là n'était pas offert. Même si on allait voir le médecin, par exemple, on ne pouvait pas diagnostiquer le diabète à moins de demander vraiment une prise de sang spécifique. Ça prend des symptômes pour pouvoir diagnostiquer ou cibler que la personne a peut-être le diabète. Donc, c'est ça que vous allez faire, dans le fond, lorsqu'une personne, par exemple, même jeune, arrive et s'inscrit à ce dépistage-là. On va faire tous les tests nécessaires pour voir si cette personne-là est atteinte ou non, parce que le diabète, il n'y a pas de symptômes, mais ça nous fait pas mal. On ne sait pas qu'on est atteint de diabète, mais on l'a. Et quand on l'a, bien, c'est généralement trop tard. Oui, c'est ça. Donc, l'infirmière, elle va suivre une échelle avec qu'est-ce que vous lui dites sur vos antécédents médicaux, familiaux, vos habitudes de vie. Elle va vous peser, prendre votre tension artérielle, calculer votre indice de masse corporelle. Tout dépendant, dans le fond, le score que vous avez sur son échelle, c'est elle qui va déterminer quel bilan sanguin que vous avez besoin. C'est pour un risque au niveau du diabète, en effet, comme vous avez eu, c'est l'hyperglycémie provoquée. C'est ce test-là, dans le fond, qui est la valeur moyenne des 3 derniers mois de votre taux de sucre, qui nous dit, dans le fond, si vous faites un pré-diabète ou un diabète, ou que c'est tout à fait normal, puis que vous n'avez pas besoin de suivi. Puis l'infirmière, par la suite aussi, elle va vous dire à quel moment vous devez revenir pour faire d'autres tests sanguins pour éviter d'autres complications, comme vous le dites. Là. Donc, ce service de dépistage-là va permettre justement à ces gens-là d'être pris en main rapidement et d'avoir des évaluations là, régulières pour justement faire des suivis. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est de voir aussi avec les usagers qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, c'est comme notre première population. Et il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup. Donc, c'est la première population qu'on cible. Par contre, si les usagers ont un médecin de famille, mais qui n'ont pas eu de test dans les dernières années ou qui n'ont pas de prise en charge de ce côté-là, évidemment, on fait une fiche de suivi avec le médecin de famille pour l'informer de la situation pour que lui, par la suite, il puisse faire le suivi, ou une infirmière praticienne spécialisée aussi, qu'on a plusieurs dans notre région. Est-ce que ça fonctionne bien depuis le lancement du programme? Oui. Pour le moment, on a vu 300 usagers, mais là, on est prêt à ouvrir de plus en plus. On a beaucoup de plages de rendez-vous qui sont disponibles, donc on invite vraiment la population à prendre rendez-vous puis venir nous voir. Bon. Je le mentionnais, plus on est âgé, plus on a des risques d'avoir ces maladies-là. Est-ce que vous constatez cependant, je ne sais pas par le dépistage, mais est-ce que vous constatez que les gens sont atteints de ces maladies-là de plus en plus jeunes en raison du rythme de vie que l'on a actuellement? Parce qu'il faut ajouter le stress là-dedans aussi, là, les obligations familiales. C'est de plus en plus difficile. En tout cas, lorsqu'on parle aux gens, c'est de plus en plus difficile, le rythme de vie d'aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez que les gens sont de plus en plus jeunes ou sont diagnostiqués de plus en plus jeunes? J'ai pas de données à ce sujet-là, mais en effet, l'obésité, puis on sait que nos jeunes sont malheureusement plus en plus obèses en lien avec la sédentarité, puis le stress, le rythme de vie qu'on a actuellement. Donc, c'est sûr qu'avec les années, sûrement qu'on va avoir de plus en plus de jeunes patients qui vont être diabétiques beaucoup plus tôt qu'auparavant. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, on parlait du diabète, maladie cardiaque, mais est-ce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être diagnostiquées dans ce dépistage gratuit? Diabète, maladie cardiovasculaire. Par contre, je peux pousser un autre de nos services, qui est le dépistage du cancer colorectal, qui est une maladie aussi qu'on peut, avec une échelle d'évaluation, même chose, l'infirmière avec une ordonnance collective évalue l'usager, puis peut lui prescrire le test Rossi, donc le test au niveau des selles là, pour détecter une présence de sang. Puis par la suite, si c'est positif, l'infirmière fait le suivi, puis envoyer l'usager en colonoscopie sans passer par un médecin. Donc, c'est un test aussi qu'on offre à la population, qui est un test préventif pour dépister un cancer. Donc, ça peut être fait par le même, par le Clic Santé, par le... Même chose, point de service local situé sur la rue Normand à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, oui.
Donc, on invite les gens donc, à profiter de ce dépistage gratuit. Donc, on n'a qu'à aller sur Clic Santé, prendre un rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est pris, là, il y a une évaluation. Ça peut durer à peu près... 45 minutes à peu près. Oui, c'est très simple. Par contre, les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou que pour eux, c'est plus difficile d'accès, on a aussi une centrale de rendez-vous, qu'on a des agentes administratives qui peuvent prendre le rendez-vous à la place de l'usager. Donc, je peux donner le numéro de téléphone. Donc, je vais juste regarder mon papier pour me tromper. Donc, c'est le 1-833-600-5932. Donc, on a des agentes administratives qui sont là de 8h à 16h du lundi au vendredi pour prendre les appels. Donc je répète le numéro, là, donc le 1-833-600-5932. Oui, c'est ça. Pour prendre rendez-vous si vous n'avez pas accès, évidemment, à Clic Santé là, par votre téléphone ou encore par votre portable. Madame Daou, merci beaucoup d'être venue nous en parler. J'espère que les gens vont en profiter parce que c'est un service vraiment, je dirais, essentiel parce qu'évidemment, ce sont des maladies graves quand on les a et les prévenir, bien, ça peut qu'aider les gens, justement, pour la suite des choses. Merci beaucoup, Mme Daou. Merci. Donc, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.